Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une semaine décisive pour le marché du travail en France. Les négociations sur l'emploi entre partenaires sociaux touchent à leur fin et plus que jamais, l'incertitude règne sur la signature d'un accord entre patronat et syndicats. Le gouvernement brandit la menace d'une loi en cas d'impasse. Les dernières informations dans ce journal. Impôts, taxes, contributions, mais que prévoit vraiment le gouvernement? Après l'effort fiscal dans le budget 2013, place à la stabilité fiscale, promet l'exécutif. Mais auparavant, tout le monde devra faire un effort, et en particulier les plus aisés. La taxe à 75% sera amendée, mais à quel taux? Pour quelle durée? C'est le flou au sommet de l'État. Peut-on importer les débats de société à l'intérieur de l'école? Les établissements catholiques réclament la possibilité d'organiser des discussions sur le mariage pour tous, ce que refuse fermement le ministre Vincent Peillon. À quelques jours d'une manifestation contre le projet de mariage homosexuel, les points de crispation se multiplient. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le marathon des vœux présidentiels se poursuit. Et ce soir, c'est au tour du Conseil constitutionnel. En adressant ses vœux aux sages du Palais Royal, François Hollande a confirmé l'une de ses promesses de campagne. Il souhaite mettre fin au statut de membre de droit des ex-présidents de la République, une mesure qui ne devrait pas concerner les anciens présidents qui y siègent déjà, mais les prochains. Une autre idée à présent évoquée aussi lors de sa campagne et par contre abandonnée ce soir. Il s'agit du parrainage citoyen pour les candidats à la présidentielle. Dans l'actualité, cette question ce soir, faut-il importer à l'école les débats de société? L'enseignement, bien sûr, est ouvert aux grands sujets d'actualité, mais les tensions autour du mariage pour tous amènent le ministre Vincent Peillon à mettre le holà. L'enseignement catholique n'est pas le seul visé, bien sûr, même si la volonté de celui-ci d'organiser des débats a fait ressurgir la nécessité de respecter les consciences. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Une lettre signée Vincent Peillon qui met le feu aux poudres. Le ministre de l'Éducation y invite les recteurs à veiller à la retenue et à la neutralité autour du débat sur le mariage pour tous, demandant une attention particulière pour les établissements privés. Une lettre qui scandalise la droite. Le député UMP de la Haute-Loire, Laurent Wauquiez, souhaite imposer un référendum sur le sujet et dénonce une atmosphère cathophobe au gouvernement. Vincent Peillon cherche à faire culpabiliser les chrétiens. La laïcité est tout le contraire, c'est le respect des religions. Réponse ce matin du ministre qui rejette en bloc ces accusations. Ma responsabilité de ministre de l'Éducation, c'est de ne pas importer dans l'école des débats qui sont des débats qui doivent avoir lieu dans la société. Je promeus dans ce pays depuis des années une laïcité ouverte, qui n'est pas anti-religieuse. Et il n'y aura pas de guerre scolaire. Surtout ne pas rallumer la guerre publique-privée dans l'école alors qu'une grande manifestation anti-mariage gay est prévue ce dimanche à Paris. C'est l'objectif du gouvernement pour ne pas rouvrir un nouveau front avec les milieux catholiques notamment. François Hollande en personne pourra tenter de les rassurer demain quand il présentera ses vœux pour la nouvelle année aux représentants des religions qu'il recevra à l'Élysée. Les professionnels de l'immobilier s'attendent à une année 2013 difficile, après une année 2012 morose qui a connu une chute des transactions de plus de 25% par rapport à 2011. Les spécialistes décrivent un marché, je cite, asséché, mais pour autant, le prix des acquisitions n'a pas baissé. À Paris, c'est même tout le contraire, puisque les prix continuent de battre des records, des prix inaccessibles pour beaucoup de personnes qui sont en situation de mal logement ou sans logement. Et dans ce contexte, l'association Le Dalle reprend l'offensive en occupant un nouvel immeuble à Paris, une réquisition censée rappeler son engagement à Cécile Duflot. Regardez ce reportage de Julie Hulin. Ils attendaient d'être soutenus dans leurs actes, c'est chose faite. En fin de journée, la ministre du Logement Cécile Duflot s'est rendue à la rencontre des militants et des familles qui occupent depuis le 30 décembre un immeuble du 10e arrondissement. 3 étages, 2000 mètres carrés, un espace vide depuis 2 ans qui appartient à un groupe financier luxembourgeois-hollandais. Plus d'une 60aine de personnes ont déposé ici leur matelas dans un bâtiment chauffé et aménagé. Beaucoup sont prioritaires du droit au logement opposable, sans solution depuis que la loi existe. Nous pensons maintenant qu'il est nécessaire de passer à l'acte, donc on a réquisitionné cet immeuble pour amener le gouvernement à accélérer le pas. Il y a actuellement 50 000 ménages prioritaires d'ALO, 150 000 sans-abri.
il faut trouver des solutions. Il est certain que le travail qu'on fait, c'est un travail en profondeur, qui est plus lent, et je comprends l'impatience qui peut exister chez certains. Cécile Duflot a rencontré plusieurs familles avant de se réunir avec les militants pour leur rappeler son soutien. Je suis extrêmement consciente, comme le gouvernement, comme le président de la République, de la crise du logement qu'on connaît dans notre pays et de la nécessité absolue d'y répondre par tous les moyens nécessaires. Et la réquisition fait partie de ces moyens. Ici, on voit bien que ce bâtiment qui est vide depuis 2 ans, inutilisé, peut servir et pourrait servir à être transformé, par exemple, en logement social. Et je souhaite que tous ces millions de mètres carrés de bureaux vides, un certain nombre, puissent être transformés en logements. La ministre du Logement qui a rappelé qu'une procédure de réquisition de logements vides a été lancée avant Noël, mais ne pourra pas aboutir avant la fin de l'hiver. Après l'effort fiscal de 2013, le gouvernement promet une stabilité fiscale pour le reste du quinquennat de François Hollande. Pas d'effort supplémentaire, a affirmé le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, et la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, évoque même des baisses de prélèvements obligatoires. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Sophie Normand. Regardez. Il n'y aura plus d'augmentation d'impôts d'ici à la fin du quinquennat de François Hollande. Le ministre délégué au budget, Jérôme Cahuzac, le promet. L'effort fiscal, nous le demandons en 2013. Il n'y aura pas d'effort fiscal supplémentaire ensuite. La porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, va encore plus loin et ajoute qu'à partir de 2016, le gouvernement réduira les prélèvements obligatoires. Difficile à croire, avec une dette publique de 1 830 milliards d'euros, soit 91% du PIB. Il dit qu'il n'y aura plus de hausse. Mais déjà, quand vous augmentez considérablement les impôts, ça veut dire que vous taxez les Français pour 2014, pour 2015, à un niveau déjà élevé. Le problème, c'est de se dire, est-ce que même ce niveau élevé sera suffisant pour assurer l'équilibre des finances? Ou est-ce qu'il faudra encore un peu plus? Si le gouvernement ne prend aucune mesure sur la compétitivité, sur la réduction des dépenses d'État, il faudra encore un petit peu plus, donc il reviendra vers les Français. D'ici à 2017, les Français devront déjà mettre la main à la poche. Le budget 2013 prévoit 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires, financées pour un tiers par une augmentation des impôts pour les contribuables. Et nous allons débattre de 2 grands thèmes ce soir dans le 22h. L'emploi, bien sûr, en tête de vos préoccupations, et cette réforme du marché du travail dont on saura en fin de semaine si elle aboutira à un accord fruit du compromis social ou à une loi imposée par le gouvernement. Mais d'abord, le premier thème, impôts, taxes, contributions. Que vous réserve vraiment le gouvernement? On en parle avec nos invités ce soir. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Avec nous également Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Président du Cercle des économistes. Merci d'être avec nous. Et Henri Sterdignac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du département économie de la mondialisation auprès de l'EFCE. Alors messieurs, d'abord, que pensez-vous de ce calendrier fiscal? Les efforts d'abord et puis la stabilité fiscale et peut-être même une diminution des prélèvements obligatoires. Est-ce qu'on peut y croire, Henri Sterdignac? Cette hypothèse repose sur le fait qu'effectivement, le gouvernement va réussir d'ici 5 ans à tenir cet engagement de réduire de 60 milliards les dépenses publiques. Donc le gouvernement s'est lancé dans une stratégie tout à fait particulière. D'abord augmenter les impôts, ce qui n'est pas stupide puisqu'il a augmenté surtout les impôts sur les plus riches, les impôts sur les entreprises, en espérant que finalement ça a peu d'impact sur l'activité. Et puis maintenant, le plus dur, ça va être de réduire de 60 milliards les dépenses publiques. Et si effectivement on réussit, à réduire de 60 milliards les dépenses publiques, deuxièmement, à ce que cet effort ne brise pas complètement la croissance, effectivement, on peut espérer dans 5-6 ans une légère baisse des impôts, mais c'est finalement très peu probable. Combien il y a de si, Jean-Hervé Lorenzi, pour y arriver? Reconnaissez que la période n'est pas une période dans laquelle le mot certitude est le mot le plus employé. Non, moi je suis assez d'accord là-dessus. Je trouve que les prévisions, les interventions disant on va baisser les prélèvements obligatoires me paraissent pas tout à fait adaptées à la situation. En revanche, il y a 2 éléments qui demeurent. Je trouve que au fond, cette augmentation assez significative des prélèvements obligatoires devrait s'accompagner d'une clarification du système fiscal. Et ça avait été prévu. J'en prends un exemple. Il avait été envisagé le fait que la CSG et l'IRPP, l'impôt sur le revenu, soient rapprochés. C'est la grande réforme fiscale qui est attendue encore.
Oui, mais enfin, vous savez, comme on rentre dans une période dans laquelle l'urgence va être sur l'emploi, je ne suis pas sûr qu'on fasse une réforme fiscale. Et d'une certaine manière, quelle que soit la position qu'on a là-dessus, c'eût été une bonne chose, et ce serait une bonne chose, je vais être positif, ce serait une bonne chose qu'il y ait une clarification d'un système fiscal qui est sujet à des débats inimaginables, c'est d'impossible. Donc, je trouve ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Henri Serdignac, avec mes mots à moi. Le sujet, c'est les 60 milliards, c'est-à-dire le fait qu'il faut réorganiser la dépense publique de manière très très significative. Je ne crois pas qu'on puisse le faire sans réorganiser la manière dont on fait la dépense publique. Je crois absolument qu'il faut aller. On ne va pas raboter ligne par ligne, enlever 3 voitures par-ci et deux emplois par-là. Je crois que ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas crédible. Et donc il faut maintenant qu'on rentre dans une vraie réforme de l'État. Premier point sur la clarification fiscale, Jean-Luc Gombault. Où est-ce qu'il est passé justement ce grand soir fiscal? Il a quand même été promis par François Hollande. Vous dites qu'il n'y a pas urgence. Le gouvernement, lui, se défend en affirmant que la loi de finances 2013 contient les éléments de cette grande réforme fiscale. Est-ce le cas? L'élément essentiel, c'est évidemment le rapprochement de la fiscalité du capital sur la fiscalité des revenus du travail. Mais M. Moscovici, hier, a confirmé le fait il fallait fusionner la CSG avec l'IRPP, c'est-à-dire la CSG et l'impôt sur le revenu, mais quelque part il a dit, en fait c'est quand même pas le moment, il va falloir un peu de temps. Donc pour le moment, je crois que la chose la plus importante qu'ils ont faite, c'est bien cette cet alignement de l'imposition du capital sur l'impôt sur le revenu. Cela dit, déjà M. Hollande avait dit, c'est pas Cahuzac qui l'a dit le premier, qu'il n'y aurait pas, dans sa conférence de presse, il avait dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation supplémentaire d'impôts. Mais si on regarde la programmation pluriannuelle de la finance publique en France, on va s'apercevoir que le taux de prélèvement obligatoire, il est prévu qu'il augmente. C'est-à-dire, il est prévu qu'il augmente. Cette année, on va atteindre, en 2013, le maximum historique du taux de prélèvement obligatoire français, c'est-à-dire 46,2% du PIB. C'est un record historique? C'est un record historique, je crois. Henri Serdignac, oui. C'est un record historique. Vous le dites en souriant. Ça fait mal, hein? Je ne suis pas sûr qu'en 1917 ou 1900, il n'y ait pas eu des chiffres plus importants que ça. Ça nous ramène loin. On ira vérifier. Oui, alors on va fêter Louis XIV dans quelques mois, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, la programmation prévoit quand même qu'en 2015, on va passer à 46,4. Et après, d'après la programmation annuelle, il y aurait un déclin. Mais tout va dépendre évidemment des économies budgétaires de 60 milliards. Donc vous êtes d'accord là-dessus. Messieurs, je voudrais qu'on parle de l'avenir de la taxe à 75% qui est en pleine incertitude, alors que Jérôme Cahuzac parle d'une possible pérennisation de la contribution avec un taux différent, semble-t-il. Le même jour, Pierre Moscovici évoque l'idée d'une taxe s'appliquant temporairement. On va les écouter successivement. Je pense que ça peut faire partie des paramètres, ou bien ça reste temporaire 2 ans comme la mesure censurée, ou bien ça peut être la mandature, elle dure plus longtemps. Ou ça peut être la mandature, ou pourquoi pas, ça peut être au-delà de la mandature, et une mesure tout à fait pérenne, ça fait partie des paramètres. Qu'a dit le président de la République? Il s'est exprimé pendant ses vœux. Et c'est la feuille de route que nous avons, Jérôme Cahuzac et moi. Il a dit « Je souhaite conserver l'esprit de cette mesure, la réaménager et proposer une mesure qui tienne compte des principes définis par le Conseil constitutionnel, mais qui soit bel et bien dans l'idée qu'il y ait une taxation exceptionnelle, temporaire. » Henri Serdignac, c'est flou. Est-ce qu'il y a un loup? Non, c'est flou, évidemment. Le gouvernement ne sait pas très bien comment faire. Il faut bien voir que cette promesse ce taux de 75%, c'est arrivé comme ça, une déclaration de François Hollande qui n'était pas vraiment pensée. Donc il faut gérer. Bon, il y a plusieurs manières de gérer. Bon, il y en a une qui est très simple, c'est de dire maintenant, on va instaurer un taux à 50%, un taux à 60%. Ce sera des taux pérennes jusqu'au moment où effectivement les finances publiques seront rétablies, c'est-à-dire jamais. Et puis, bon, voilà, 60%, ça passera au Conseil constitutionnel. Et puis, bon, ça sera familial. Et puis voilà. Jean-Hervé Lorenzi, je veux dire, le 75%, c'est un peu... Personne ne semble croire que cette taxe, et personne autour de cette table, aura des effets budgétaires et fiscaux significatifs. Le gouvernement va néanmoins le maintenir. Est-ce qu'il ne s'enferme pas dans un piège idéologique? C'est pas du flou. Je pense que Pierre Moscovici a raison.
Il exprime exactement la position qui a été développée, je dois reconnaître, un fameux soir dans une émission de télévision par François Hollande. Je crois que c'est assez simple, c'était de montrer que dans des circonstances exceptionnelles, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Mais ça n'a pas de sens une seconde, je ne comprends même pas d'ailleurs la position de M. Cahuzac, d'imaginer qu'il puisse y avoir un saut avec des taux marginaux à 45% et puis 75%. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être quelque chose qui soit durable. Il peut tout à fait le faire, comme tu l'as dit, qu'il y ait une progression, ça n'a pas de sens de dire que ça va rester plusieurs années. Comment on sort de la nasse? Parce que l'édito du quotidien du Monde ce soir évoque le boulet de Hollande. Le gouvernement y tient sans doute car il immobilise son camp, la gauche, et renoue avec un imaginaire qui est aussi vieux que la gauche, faire payer les riches. Bah oui, parce que en fait, comment on sort de la nasse politique? Parce qu'en fait, cette taxe à 75% concerne 1500 personnes, ça rapporte 210 millions d'euros. On n'est pas dans de l'économie, si je puis dire, même si on serait bien content de trouver 210 millions d'euros pour boucler le budget de 2013, parce que beaucoup d'argent va nous manquer. Bon, donc comment on sort de là? Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, la situation économique ne va peut-être pas se dégrader, mais elle ne va pas s'améliorer. Et donc, l'opposition de gauche va s'exprimer fortement. Et le gouvernement, il a pris une option qui est plutôt de défendre les intérêts des entreprises. Je pense que sans le soutien des entreprises, il ne va pas s'en sortir. Donc, il lui faut une mesure symbolique. Et si effectivement il renonce comme ça ouvertement à ces 75% qui sont purement symboliques, il va avoir des problèmes sur sa gauche et donc des problèmes politiques pour tenir sa majorité. Donc c'est comment on sort de cette nasse. La politique a des raisons que l'économie ne comprend pas parfois. Je trouve que c'est assez simple. Jean-Louis vient d'évoquer le fait qu'il ne peut pas ne pas le faire, donc ça aura lieu. Simplement, ça aura lieu pendant pour une année, point. Je veux dire, et on peut le faire également au niveau des entreprises. On peut décider que, effectivement, les entreprises qui veulent distribuer ces salaires extravagants doivent être pénalisées, que ça doit être voté en conseil d'administration, qu'il y a une surtaxe au niveau des entreprises. C'est aussi jouable et ça va dans le sens, effectivement, de bien lier le fait que on donne 20 milliards aux entreprises et en même temps, on dit aux entreprises, ces 20 milliards, ça ne doit pas servir aux dividendes et ça ne doit pas servir aux salaires élevés. On peut s'en sortir comme ça. Cette taxe ne concerne pas beaucoup de monde. On va parler à présent de la préoccupation numéro 1 des Français. C'est aussi l'obsession du gouvernement, l'emploi et l'emploi. Henri Serdignac, interrogé, 3 Français sur 4 ne croient pas à une inversion de la courbe du chômage d'ici un an. Sont-ils pessimistes ou réalistes? Ils sont réalistes. Tout le monde pense que la croissance va être nulle en 2013. On aurait besoin pour stabiliser le chômage de créer grosso modo 150 000 emplois. Le problème, c'est qu'avec une croissance nulle, normalement, on perd 150 000 emplois. Donc on a un déficit de 300 000 emplois à combler. On va peut-être en combler 100 000 avec les contrats à venir, avec les contrats de génération, mais il va nous manquer 200 000 emplois. Ce qui veut dire que le plus probable, c'est qu'on va avoir un taux de chômage qui va augmenter de 1 point à la fin de 2013. Est-ce que vous excluez complètement que les bonnes nouvelles puissent venir de l'extérieur, peut-être pas de la zone euro, mais en tous les cas des États-Unis, ou en tous les cas il y a une reprise, que ça puisse venir de la Chine? Est-ce qu'on peut bénéficier de ces D'abord, si l'extérieur, si une bonne nouvelle arrive, et je suis assez convaincu qu'une bonne nouvelle va arriver, ce sera le fait que plus on va se rapprocher des élections allemandes, c'est-à-dire vers le milieu de l'année, on verra, j'en suis convaincu, les politiques européennes que je me suis permis d'écrire ça dans un papier stupide, c'est-à-dire de réduction tellement brutale, tellement immodérée, trop d'austérité, trop de rigueur. Trop, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire sur ce rythme-là. Tout ça n'a pas de sens. Nos enfants riront de cette période comme nous rions nous en regardant la crise de 29 et en se disant c'est pas possible. On dit que l'Allemagne engage un nouveau plan d'austérité encore plus fort. On dit beaucoup de choses. On verra bien ce qui se passe au milieu de l'année prochaine. Donc la bonne nouvelle arrivera là-dessus. Il y a peut-être une deuxième bonne nouvelle qui peut arriver, c'est qui n'est pas non plus, j'allais dire, une solution à tous les problèmes, mais qui peut être une bonne nouvelle, c'est si, à la fin de la semaine, on arrive, finalement, on constate que les partis en présence, c'est-à-dire les syndicats et le MEDEF, se mettent d'accord sur ce soir, un les deux partis se disent pessimistes sur l'éventualité d'un accord. Il y a trois choses qui me choquent dans les affaires de chômage. La première, c'est certes le chiffre, probablement, bien entendu,
et on aura 300 000 chômeurs de plus l'année prochaine. Mais c'est surtout le fait que ça touche des populations très précises, les jeunes et les vieux. C'est qu'on est dans un système dont on va finir par découvrir qu'il est quand même un marché de travail très organisé. Et surtout, c'est que le chômeur dans notre pays n'est pas pris réellement en charge. Et donc, je ne dis pas que l'accord auquel j'espère on va aboutir permet de résoudre ce problème-là, parce que ça nous coûterait des fortunes. Si on voulait avoir le système danois, il faudrait 2 points de PIB. Mais ça permet quand même vraisemblablement de former les chômeurs, de les prendre en charge à terme, et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi on dit que cet accord, s'il a lieu, sera très important, sera un point essentiel du dispositif du gouvernement pour lutter contre le chômage. Jean-Louis. Effectivement, mais il faut bien se rendre compte que si cet accord est signé, et si le scénario allemand que nous a décrit Lorenzi à l'instant se réalise, ça ne jouera pas sur 2013. Non, donc, en fait, les bonnes nouvelles... On n'est plus à une année près, on peut attendre. Hein. On peut dire ça comme ça. Donc, en réalité, je pense aussi qu'il faut bien préciser que le gouvernement n'a jamais dit qu'il allait baisser le chômage. Vous l'avez dit tout à l'heure dans la formulation de la question, inverser la courbe, ça ne veut pas dire baisser. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que l'année prochaine, aujourd'hui on a 3 100 000 chômeurs, et que l'année prochaine, à la fin de cette année, on aura moins de 3 millions ou 3 millions. C'est simplement que inverser la courbe, ça veut dire que la progression du chômage continuera, mais de moins en moins vite. C'est-à-dire que le rythme, c'est ça que ça veut dire inverser. Et je pense que, donc, la concavité de la courbe, comme on pourrait dire, et je pense que c'est pas idiot. Je pense que c'est possible, c'est-à-dire qu'on aura plus de chômeurs. François Hollande avait évoqué cette nuance Non, ça n'a pas été. Non, parce qu'il laisse, à mon avis, répandre cette idée, et comme il n'y parviendra pas de baisse de taux de chômage, il dira, mais j'ai jamais dit qu'on allait baisser le chômage, j'ai dit qu'on allait inverser la courbe du chômage fin 2013. Et ça, cette conjoncture ne me paraît pas stupide, avec les contrats d'hiver qui va être donné, un peu de relance avec la libéralisation du marché de l'emploi qui peut jouer effectivement à court terme sur un certain nombre d'emplois, et il peut inverser la courbe du chômage, ça me paraît pas ridicule. Alors, Jean-Louis Gourbaud y croit, mais vous ne croyez pas, en tous les cas, semble-t-il, à l'objectif de croissance de 0,8%, vous ne croyez pas à l'objectif de déficit de 3%, il arrive aux économistes de se tromper, on peut espérer que vous vous trompez. Oui, on peut bien sûr espérer que nous nous trompons. Ce que nous disons est actuellement le plus probable. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Le tout, c'est de savoir où il faut chercher ces bonnes nouvelles. Personnellement, je ne pense pas qu'on va trouver ces bonnes nouvelles grâce à l'accord qui va être signé cette semaine, qui va sans doute avoir un effet tout à fait marginal sur le marché du travail. Ce qui me paraît quand même l'enjeu, c'est de savoir est-ce que le gouvernement va réussir à enclencher le redressement productif. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va avoir les entreprises qui vont continuer à bouder, à refuser d'investir, qui vont multiplier les plans sociaux, ou est-ce qu'effectivement, l'idée du gouvernement, impulser l'industrie par de la Banque publique d'investissement, par des filières, par un tutorat, par l'action publique, est-ce qu'effectivement, ça peut marcher ? Et est-ce que ça peut nous permettre d'échapper à la désindustrialisation que nous avons connue? C'est quand même ça l'enjeu pour l'année prochaine. Résumé par Henri Je partage ça, c'est en fait optimiste, parce que derrière les questions, il y a l'idée que, on espère que ça va se passer comme ça. Il faut vraisemblablement y rajouter que la politique économique doit apparaître, qui joue un rôle très important, parce que ça joue sur le climat, doit bien apparaître crédible. Moi, les affaires de 75% et les trucs me paraissent absolument désastreuses par rapport aux résultats obtenus. Tout ça est du désordre, c'est du bruit par rapport aux seuls et vrais sujets. C'est ce qu'Henri a dit. Est-ce qu'on peut relancer au fond l'industrie? Est-ce qu'on peut créer finalement, grâce à la Banque pour l'investissement, des opportunités? Enfin, on peut faire plein de choses, mais il faut se concentrer sur l'essentiel, être crédible, ne pas lancer des bruits et avoir la volonté de réformer en profondeur. Voilà. Jean-Louis, en un mot, la conclusion. C'est que le problème de la prévision, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'imprévu. Et ça, ça sera le 2013. Et la meilleure des prévisions, c'est celle qui ne se réalise pas, surtout par les temps qui courent, je veux dire. Alors, on ne peut pas prévoir l'imprévu, mais je note quand même que j'ai autour de cette table des économistes plutôt optimistes, ce qui est assez rare. Donc, merci messieurs pour ce débat. Ce sont des pessimistes bien informés. Merci Jean-Louis, merci Henri Sterdiac et merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé, regardez, c'est dans le reste de l'actualité et c'est le tour de l'info de Cécile Sixou.
Rentrée sociale difficile pour Virgin tout d'abord. Ce soir, les 1000 salariés de l'entreprise menacés par un dépôt de bilan ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Demain, les négociations devraient reprendre entre syndicats et patronat en présence cette fois de l'actionnaire principal, Butler Capital Partners, en partie responsable selon les employés de la situation financière de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de clients, ça marche de moins en moins, ça c'est un fait. Mais je pense également qu'on était victime de plusieurs spéculations. Autre rencontre aujourd'hui entre la direction de Shell et les syndicats de Petroplus. À l'issue de la réunion, déception des représentants des salariés. Selon eux, Shell ne se sent pas concerné par l'avenir social et environnemental du site de Petit-Couronne. Placé en liquidation judiciaire, la raffinerie a jusqu'au 5 février pour trouver un repreneur. Expulsé de sa maison de retraite car sa famille ne payait plus les loyers, c'est le sort réservé à une des résidentes de 94 ans de cet établissement de Chaville dans les Hauts-de-Seine. L'affaire fait grand bruit et indigne la classe politique. Michel Delaunay, la ministre chargée des personnes âgées, parle d'une violation du droit et de la dignité humaine et accuse la maison de retraite. De son côté, l'établissement de Chaville dit avoir tout essayé et a présenté ses excuses. Je regrette, je présente mes excuses d'abord à cette résidente. Je suis navré qu'on puisse faire la une dans ce genre de circonstances. Nous n'avons que très rarement des cas comme ça, des impayés dans ces proportions. La nonagénaire est en route pour un hôpital privé à Antony où travaille son fils, médecin. Des mesures d'urgence pour sortir la filière photovoltaïque du déclin. Delphine Batho, ministre de l'Environnement, livre un plan de soutien pour défendre les 18 000 emplois du secteur, avec en première ligne doubler la capacité de production d'énergie solaire par an, 1000 mégawatts dès 2013 au lieu de 500. Pour le syndicat des énergies renouvelables, la France est capable d'aller plus loin. Nous pensons qu'on pourrait atteindre un parc cumulé en 2020 de 20 000 mégawatts, alors que ce qui était prévu dans le Grenelle de l'environnement, c'était 5 400 mégawatts. Objectif, rester compétitive, car la filière française doit faire face à un enjeu de taille, la concurrence venue de la Chine. Non, Gérard Depardieu ne souhaite pas devenir suisse. Si l'acteur français a fait le voyage jusqu'à Zurich aujourd'hui, c'est pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or. Il s'est exprimé sur son changement de nationalité sur la chaîne Sport 21. Vous savez, si j'avais voulu échapper au fisc, comme on dit dans la presse française, je l'aurais fait depuis longtemps. L'acteur français avait choisi Cristiano Ronaldo, mais c'est Lionel Messi qui a été titré pour la 4e fois consécutive. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat pour votre soirée documentaire consacrée ce soir à la Tunisie, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Un film intitulé Tunisie, année 0. Il a été réalisé quelques temps après la Révolution. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. À demain, avec plaisir. C'est un joueur historique. Je suis vraiment fière d'y participer, c'est une première, on est ému, on a la chair de poule. Je reviens dans l'école primaire où je suis rentré il y a plus de cinquantaine d'années. Venir voter à cet emplacement-là, et c'est émouvant, c'est aussi beaucoup de bonheur. Il y a un peu d'inquiétude parce que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'on ne connaît pas les résultats des votes. Donc c'est assez extraordinaire.
des mots tracés sur les murs, brandis à bout de bras. Liberté, fierté, démocratie. Des mots portés par une foule prête à tout renverser sur son passage. On est libre! On est libre! On est libre! La voix du peuple, de mémoire de Tunisiens, on ne l'avait plus entendue depuis l'indépendance du pays en 1956. Et depuis, plus un mot. Le silence. أنا فهمت. نعم أنا فهمت. فهمت الجميع. البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمت. Malgré une répression féroce, le soulèvement populaire emporte Ben Ali et ses 23 ans de règne en seulement 4 semaines. لازم يتحاكموا اللي يسرقونا والبلاد يهزوا مليارات الشعب وخلاو كان في التفات خلاو دم غارق في الدم غارق في الدين لازم يتحاكموا اولهم زين العابدين. C'est le début du printemps arabe, dont les images font le tour du monde. Le peuple accueille en héros les exilés politiques, comme Monsef Marzouki, ancien opposant qui rêve de devenir le président d'une Tunisie démocratique. Mais aussi le leader du parti islamiste Ennahda, Rached Ranouchi. Après 20 ans d'exil, lui aussi espère conquérir le pouvoir. Mais tous deux vont devoir mettre entre parenthèses leur ambition personnelle. احنا تحرمنا الشعب التونسي تحرم من السياسه اشو 50 سنه. لا عنده موقف، لا عنده موقف معناها كلمه في انتخابات، ولا عنده كلمه في اختيارات اقتصاديه ولا اختيارات اجتماعيه ولا السياسه، ما عنده كلمه حتى في شيء. اليوم كي عمل هو الثوره مش تعاود تفكروا من جديد، هو عندنا ناس مش يفكروا في بقعتك. هذا اللي تو الشعب التونسي ولا فاهمه، وهذا هو اللي رافضه. La rue tunisienne ne veut pas d'un homme providentiel. Elle craint une contre-révolution. Et avant de choisir un nouveau leader, elle réclame d'abord un changement de système. Leur revendication, une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution, comme un nouveau départ, une deuxième déclaration d'indépendance. Après plusieurs semaines de manifestations, le chef du gouvernement provisoire, Beji Caïd Sepsi, donne gain de cause aux manifestants. Appelés aux urnes pour élire une assemblée constituante, les Tunisiens ne vont pas seulement choisir leurs dirigeants, mais un modèle de société. Islam, laïcité, statut de la femme, ces premières élections libres vont sceller le destin de tout un peuple. Voici l'histoire de la naissance d'une démocratie, une histoire que nous avons filmée au jour le jour. Opposant historique à Ben Ali, le social-démocrate Mustapha Ben Jaafar est l'un des premiers à se lancer dans la bataille électorale. المستحيل ليس تونسي. الشعب هذايا وشباب وطاقاته وكفاءاته ومربيه واساتذته واطباء وعلماء قادر على بالمجد القيام بالمعجزه. تحولنا بالفعل من حزب صمود، حزب مقاومه، حزب تصدي للاستبداد ولمنظومه الاستبداد، إلى حزب مقترحات، حزب برنامج، حزب يستعد إلى المساهمة في تسيير البلاد، حزب يستعد إلى البلوغ إلى سدة الحكم. Moderniste, c'est un défenseur de l'égalité homme-femme. هذا أساسي، كون المرأة متمانة في مسألة المساواة واحترام المكاسب. Mais comme la plupart des leaders politiques tunisiens, ils ne souhaitent pas faire ouvertement campagne sur le thème de la laïcité. Au nom de l'unité du pays, ils préfèrent renvoyer dos à dos les laïcs et les religieux.
فما ناس توا شهرين ولا ثلاثة المشكل نتاعهم هي الهوية. الهوية واللايكين من هوني واللي مسلمين عندهم أكثر قرادوا من هوني وعركة. احنا ما عندناش مشكل نتاع هوية، نعرفوا الهوية نتاعنا عربية إسلامية. احنا توانسة من المتوسط أفارقة. Pour lui, mieux vaut ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Il se méfie d'un débat frontal sur la place de la religion qui ne manquerait pas de diviser les Tunisiens. D'autres démocrates souhaitent au contraire aller beaucoup plus loin. Comme Saïf et Atef, deux jeunes de Kélibia, militants d'une Tunisie laïque. La révolution, ils en ont rêvé. Et pour eux, cette nouvelle constitution, c'est l'occasion ou jamais de séparer enfin la religion de l'État. في الثورة متاع 14 جانفي الشعارات اللي خرجت واضحة: خبز، حرية، كرامة وطنية. لا خرج الشعب على خاطر حس للهوية نتاعو في خطر، لا خرج خاطر حس الإسلام. الإسلام ماهوش باش يفكوا حتى حد. بعد ما جاء راجل الغنوشي الثورة نتاعنا والمطالب نتاعنا بدات تاخذ اتجاه آخر، ولينا نشكوا في الهوية نتاعنا. On peut pas parler de démocratie sans laïcité en fait. تونس بالذات فما مسلمين، فما يهود، فما مسيحيين، فما شيعة، وفما بوكو داتي، فما عدد رهيب من لي زاتي. اما تبقى ما فماش دي ستاتيستيك واضحة. فما لي زاغنوستيك، فما لي زاغنوستيك، فما لي زيريليجيو، معناها فما برشا حاجات. فما الحركات اللي متشدة أكثر كيما السلفية والتحرير ما نجموش نحكيو معاهم على الديمقراطية. ما تنجمش تحكي معاهم على المواطنه جمله. لا نوسيون تاع السيتويانتي ماهيش موجوده عندهم بالكل. اما لو شوك هذاك باش يصير منا ولا منا، خاطر لا كيسيون كي سو بوز توا بعد الكونستيتيوشن اللي باش تصير، اسكو باش نكونوا دوله مدنيه ولا دوله دينيه. Mais ce discours heurte frontalement une autre partie de la population. Nous les avons rencontrés au bord d'une route, dans la banlieue de Tunis. Pendant le mois de Ramadan, un petit groupe d'hommes vient tous les soirs distribuer des cadeaux aux automobilistes. فيه دبوزة باردة وفيه ان جو ان كيك دقلة. خاطر توا يصبروا نهار كامل يجيو في اللحظة هذه ما لازموا يبداو يزربوا والله غالي. هذا معناتها الغاية من الغايات هذه نتاع الطعام هي معناتها كون اون ابيز ان بو لي طونسيون والعباد تاكل في الفروج وتاخذ وقتها. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une opération de prévention routière. Tous ces hommes appartiennent à une association religieuse fondamentaliste créée après la Révolution. Rattachée à une mosquée, elle a pour objectif la réislamisation de la société, beaucoup trop laïcisée à ses yeux. Dans le sac, il y a par exemple ce petit dépliant qui explique aux automobilistes comment redevenir de bons musulmans. انا ماذا بيا نحكي مع الملحد والجاهل والكافر خير من اللي نحكي مع واحد مسلم. نحكي مع الملحد والجاهل فماشي ما نجيبوا ليانا معناتها نرجعوا للطريق الصحيح، معناتها نحاول نقنعوا خاطر هما يعرفوا اللي هما غالطين، يعرفوا اللي احنا صحاح. هذاك علاش يحاربوا فينا كونتريرمون اسكو العلمانيين قاعدين يقولوا ويحكيوا ويقولوا راهو يلزم نفرقوا ما بين الدين والسياسه. مش صحيح. الدين والسياسه راهو يلزموا يمشيوا مع بعضهم، يلزموا يمشيوا مع بعضهم. معناتها السياسه تمشي بما شرع الله. Remettre la religion au centre de la société. Un des principaux partis du pays en a fait son projet politique. Un projet que ses dirigeants n'hésitent pas à proclamer, un Coran à la main. Militant historique du parti Ennahda, Abdelkrim El Harouni a passé 17 ans de sa vie dans les prisons de Ben Ali. C'est un héros pour le mouvement islamiste. Pour lui, l'histoire politique du pays se résume à un face-à-face entre son parti et l'ancien régime. L'enjeu,
s'appropriait la révolution en présentant son mouvement comme le plus farouche opposant à la dictature. Un discours accueilli avec enthousiasme par la foule. Des jeunes pour la plupart. Pour les séduire, ce parti riche et organisé a su se donner les moyens. Des cars ont acheminé gratuitement les militants des 4 coins du pays. Quant au meeting, il a tout d'un show à l'américaine. Retransmis sur écran géant, les austères discours politiques laissent bientôt la place à une ambiance nettement plus festive. Une pop star aux chansons sucrées, mais islamiquement correctes. Son rôle, chauffer la salle pour la vraie star de la soirée, Rached Ghannouchi, le leader d'Ennahda. يليق بتونس الجميلة وكم تونس هي جميلة بدون بن علي. À la tribune, le vieux leader présente son mouvement comme un parti moderne et démocratique. الإسلام مع العدل ومع الحرية مع حقوق النساء مع حقوق الإنسان الإسلام مع انتخابات حرة نزيهة الإسلام مع الديمقراطية إذا فهمنا أن الديمقراطية معناها حق الشعب في أن يختار حكام. Pourtant, à l'extérieur de leur meeting, il y a parfois ces manifestants. Certains d'entre eux ont reçu des menaces et doivent cacher leur visage derrière leurs pancartes. Ils sont venus rappeler aux islamistes leur passé sulfureux, comme cet attentat en plein Tunis dans les années 80. Pour certains observateurs, la récente conversion d'Ennahda aux valeurs démocratiques n'est peut-être qu'une stratégie politique. Qu'est-ce que la démocratie pour les islamistes? C'est le vote du peuple majoritaire. La liberté, oui, mais la liberté, au-delà de la liberté, au-dessus de la liberté, Dieu est souverain. La liberté ne peut pas toucher aux choses sacrées de la religion. Donc ils ne sont pas libéraux et ils ne sont démocrates que dans la mesure où le vote populaire leur permet de prendre le pouvoir ou du moins d'y participer. Malgré les évolutions du parti, c'est bien le Coran qui inspire la loi. Quant à Rached Ghannouchi, il ne se cache pas de vouloir islamiser les électeurs. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ينتقل من الظلمات إلى النور من الانحراف إلى الاستقامة خير لك من الدنيا وما فيها. Depuis la Révolution, les partis islamistes les plus radicaux restent interdits. Mais avec son discours ambigu, Ennahda a réussi à se faire admettre dans le jeu démocratique. Dans le tumulte de l'après-révolution, c'est au nom de la liberté d'expression qu'il s'est fait reconnaître. Une valeur devenue sacrée pour les Tunisiens. Même la télévision nationale, ancien instrument de la propagande, a dû s'y convertir. Et tous les soirs, elle bat ses records d'audience. Cuisinière dans la banlieue de Tunis, Salha s'est mise à regarder la télévision nationale quelques jours après le départ de Ben Ali. احنا قبل كي نحبوا نتفرجوا على الاخبار عمرنا ما نتفرجوا على الاخبار في بلادنا باهي
نتفرجوا على الاخبار في الجزيره، نتفرجوا في العربي باش يحكيوا لنا على بلادنا. يلزمنا ناخذوا الاخبار من برا، ما ناخذوهاش من تونس. ديما الشيء معنا، وديما احنا بالكدا، وديما في سلام، وديما احنا شعبنا باهي وشعبنا متقدم. وكان احنا نبدا نتفرج في الجزيره نقول انا فين عايشه في تونس؟ مانيش عايشه في تونس، على خاطر راه في شيء غريب، راه في تونس مقلوبه وانا ما فايقه حتى بشيء. ساعات تصير حتى اكسيدون ما يعدوهولناش شكون مات وشكون ما ماتش. العباد ولات فرحانه تفرغ في قلوبها. En prime time, la libération d'une parole interdite, celle d'un peuple qui cherche désespérément à s'exprimer. Pour les femmes, c'est l'occasion de défendre leurs droits et de revendiquer une égalité totale avec les hommes. Car les islamistes battent eux aussi le pavé. Une manifestation en forme de provocation, avec une prière publique en plein centre de Tunis, du jamais vu. Mais il est devenu interdit d'interdire, et chacun y va de sa revendication. Certains veulent juste de meilleures conditions de travail, comme les policiers municipaux et les ouvriers du bâtiment. D'autres, comme les avocats, veulent réformer la justice. Et quand la rue dérape, certains finissent même par manifester contre les manifestations. Une multitude de revendications qui vont donner naissance à autant de partis politiques. D'accord. Issus de la société civile, ils ont été nombreux à créer leur propre mouvement, comme l'écrivain Abdelaziz Belkodja. Juste après le départ de Ben Ali, il lui a suffi de quelques clics pour fonder le Parti républicain. Nous, on a créé un mouvement parce que nous, on a été des résistants à partir de Facebook, en fait. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de réussir cette fabuleuse aventure humaine, démocratique, et puis un peu pour remettre la Tunisie dans l'histoire. On a été pendant 6 siècles et demi pratiquement la première puissance mondiale avec Carthage. Nous étions une démocratie, nous étions une république. D'ailleurs, il y a beaucoup de solutions qu'on va reprendre dans notre programme politique, qui sont inspirées de l'État carthaginois. Ressusciter l'antique République de Carthage, un programme original parmi beaucoup d'autres. Interdits ou muselés par la dictature, les partis politiques tunisiens se sont mis à pousser comme des champignons. Au bout de quelques semaines, le pays était même prêt pour le livre des records. 111 partis au total, 12 socialistes, 4 libéraux, 11 communistes. 6 mois après le départ de Ben Ali, face à cette offre pléthorique, les électeurs tunisiens ne savent plus vraiment où donner de la tête. Dans la médina de Sousse, désertée par les touristes, les commerçants sont perplexes. القدس نتاع الاحزاب برشا، تقرا في الجريده تشوف الاخبار شاك جور روتين، في القهوه تشوف الاخبار حوايج ما تطمنش، حزب فلاني برشا احزاب. انا واحد من الناس ما فهمت شيء، نقرا اليوم على ذا يجي الحزب الاخر يعمل لك ببليسيتي في الجريده، هذا الفلان الفلاني يمشي يعمل حزب، تقرا مشي على روحه هذاك، يجيك واحد اخر 81 حزب سيترو ما تفهم شيء. خويا فهمنا شنو المجلس التأسيسي، اعطينا ديزيدي عليه خلينا نفهموا. يحكيوا عليه شويه، يحكيوا عليه، هاني قلت لك كل شيء فلو تعدى قدامك يدي وكاو. انا با لابيتود زاد بالحاجات هذوما نتاع مجلس تاسيسي وكل شيء، مش مسنسين بهم ومانيش مسنسين برشا حاجات. داير اللي قاعد صاير توا في تونس كسوا نحكيو على الديمقراطيه ونحكيو على بون je le dirai toujours, la démocratie c'est avant tout une culture. Pour se faire connaître, cette multitude de petits partis n'a finalement qu'une solution, chercher des alliances. À la fin du mois de mai, plusieurs partis ainsi que des personnalités indépendantes ont décidé de s'unir pour constituer des listes communes aux élections. C'est la naissance du pôle démocrate moderniste. Abdelaziz Belkodja en fait partie. القطب هذا يمثل قوى عندها بعد اقتصادي من نمط ما وبعد اقتصادي من نمط آخر. عندها نظرة للمجتمع التونسي مختلفة. أما نقطة الالتقاء هي واضحة كما قال سي مصطفى، نريد سن دستور ديمقراطي حداثي تقدم.
وكنا من أول المنادين ببناء تحالف ديمقراطي حداثي واسع، لأنه اليوم المرحلة ليست مرحلة رفع رايات الأحزاب، وإنما هو مرحلة وضع مصلحة تونس في هذه المرحلة فوق كل اعتبارات حزبية أو زعاماتية. Encore inconnu du grand public, le pôle doit maintenant aller gagner chaque voix sur le terrain au contact des électeurs. Comme ici, à Sidi Bouzid, dans le centre du pays, la ville symbole de la révolution. C'est ici que tout avait commencé, le 17 décembre 2010, avec l'immolation de Mohamed Bouazizi. 7 mois plus tard, Sidi Bouzid est toujours une ville sous tension. La veille, une violente manifestation a eu lieu, opposant des jeunes aux forces de l'ordre. Après la mort de ce jeune manifestant, un couvre-feu a été instauré. Pour Makram et ses amis, rien n'a changé depuis la Révolution. Ni la répression, ni le regard des médias sur la jeunesse de la ville. القنوات الوطنيه مثلا ما عندهمش مصداقيه، مع بوزيد بالاخص ما عندهمش مصداقيه خلاص، ما يوصلوش الصوره كيف ما هي في كل شيء. الحاله هذه في ابار التنميه، الحاله اللي صارت لهنا هذه اولوها ولت اولوها بطريقه اخرى، انه معناها اللي صار هذا الكل معناها ان العباد تتحرض قاعده تشجع على العنف وكل شيء، مي الكونترير هو الصحيح. Loin de la capitale et des stations balnéaires, ici, pas d'industrie ni de tourisme, mais des milliers de diplômés chômeurs. Des laissés pour compte dont la frustration n'a pas disparu depuis la Révolution, bien au contraire. وصلنا شيء في سيدي بوزيد، التو ما عنديش فلوس، التو بطالة وبطالة الكل. يا دي بطالة ماناش نخدموا، تعرف كيش نعدي في نهاري 24 ساعة، نقوم هذه ساعة، نتعدى نشرب قهوة، نتكيف سويقرات أنا ولد حومتي، مرة يعطوني مرة ما يعطونيش، مرة نعطيهم كي يبدا عندي، هكاك نعيشوا. يجي الليل نمشي نلعب شوية بلاي ستيشن، تعدى نشاتي شوية انترنت، نسهر الأربعة تاع الصباح، نرقد ماضي ساعة. والو ما تغير ملي نتفكر روحي ملي بطلت اللي الخدمة والقراية والدنيا الكل، هكاك نعيش. صحيح ما عادش نجم، تعبت. Pour parler à cette jeunesse, le pôle démocrate moderniste organise ce jour-là un meeting. Mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. Un groupe de jeunes cherche à empêcher la réunion. Pour eux, tout ce qui vient de Tunis est suspect a priori. À commencer par les partis politiques, qu'ils soupçonnent d'être à la solde de l'ancien pouvoir. Face à cette situation imprévue, les responsables du pôle décident de leur donner la parole. ما ندوروش في بلادنا لو نحن في تونس في تونس شنيا تصل لنص مليون وتروح نحن باش يردونا الدين نحن اللي عملنا كل شيء باش يردونا الدين الكل باش نلبسوا جيبات ومعاهم كيما اسمك تزيد في كرامتك ما تمسش كرامة المرأة من فضلك نحكي على الرجال نحكي على الحرية ونحكي على الديمقراطية اللي يحكوا عليها الديمقراطية شنو هي الديمقراطية شنو هي باش ما ندورش في بلادي ما نعيش Une jeunesse déshéritée qui veut bousculer l'ordre établi. الثورة اللي تعملت وثورة الكرامة وثورة الديمقراطية باش اللي تعملوا فيه تو اللي قاعد يصير ما عادش يصير باش الكلنا كيف الكلنا توانسة عايشين الكلنا هنا ناكلوا من التراب هذايا والكلنا توانسة باش ندخلوا تحته ما تنساوش هذايا ما تقتلوش باش نقول لك حاجة أخرى كلمتين باش نقولوا خاطر نحب نقول لكم توا الفتنة أشد من القتل يا الأولاد الفتنة أشد من القتل وما تغضوش وما نخسروش قدام خشمنا والكلنا في عروقنا الدماء. Ce jour-là, seul l'hymne national fera l'unanimité.
ces jeunes, habitués à la dictature, difficile de croire au discours des partis politiques. Dans certains quartiers, seul le programme populiste des islamistes parvient à trouver un écho. Pour se faire entendre, les autres formations doivent impérativement occuper le terrain. Sidi Yassine, à quelques kilomètres de Tunis. Dans ce quartier sensible, pendant la Révolution, les jeunes ont brûlé le siège de la police. Ici, face à Ennahda, un seul parti moderniste fait une vraie campagne de terrain. C'est le Parti démocrate progressiste, ou PDP. Comme tous les dimanches, Tijani distribue des tracts avec d'autres militants. تحلم بيه باش توصل للحكايه هذه هذه اللي حابين نوصلوا التوا ما رينا شيء التوا قاعدين الناس قاعده بشرها التوا قاعد الناس هنا بسيدي حسين هذه قاعده بشرها انا ريتني انا حياه عمري بطال عمري 40 سنه عندي 8 في العائله راني التو بطال لا كري لا عندي باش نعدي اللي يمرض يقعد ان شاء الله في الحكومه اللي باش تشد البلاد وتكون هي منتخبه من الشعب مش من الصندوق اللي عنده حق يرجع له وهذا اللي نحبوا نحطوه معناها نشاركوا فيه نبنوا به في البلاد. نحن نتمنوا على ربي ان شاء الله البلاد يقودها ولد حلال. شكون الرئيس نتاعو؟ احمد نجيب الشيخ. اي هذاك تحكوني ياسر. Dirigé par un leader charismatique, le PDP se présente comme un rempart contre les islamistes. Je défends le projet de société moderniste alors que le parti Ennahda constitue, son programme, du moins ses activités, constitue une menace pour les libertés et pour l'intégration de la Tunisie dans le monde extérieur. Ce parti du centre a un atout qu'il cherche à mettre en avant auprès de l'électorat populaire, son ancienneté dans le paysage politique tunisien. احنا في الثوره ما ريناش حتى حزب ثور عليه احنا راهو حزب مش اليوم جينا الا بعد بركه جيتوا لا احنا ما جيناش احنا حزب الديمقراطي التقدمي سامحني باش نفصل حزب الديمقراطي التقدمي موجود من عام 83 كان حزب محظور وتم الاعتراف به عام 88. Le parti a su séduire des jeunes comme Wissem, militant du PDP depuis 7 ans. Il a été de toutes les manifestations contre Ben Ali. من لوسيس تم اختطافي خطفوني وحولوني معناها قضيت 3 ايام في الجرجاني ومن بعد 3 ايام في السوسول نتاع وزاره الداخليه غرف التعذيب. خرجت لو 13 في الليل لو 14 شاركت في بن علي ديجاج قدام وزاره الداخليه معناها ما تبدل حتى شيء بالعكس هذاك كان يزيد دفع ويزيد ياكد انه خيار صحيح معناها عملنا الثورة كشباب شاركنا بشكل كبير في الثورة ما كملناش مازال توا مرحلة مهمة ياسر قدامنا اللي هي المشاركة في الانتقال الديمقراطي السلمي. Alors que débute la campagne de terrain, les électeurs tunisiens découvrent pour la première fois une pratique qui n'avait pas cours sous la dictature, le sondage. Poser la question à quelqu'un sur son opinion politique, c'est pas si simple que ça et c'est nouveau pour beaucoup de gens. Avant, on posait la question sur aimez-vous ce pot de yaourt ou pas. C'est très différent de dire ça par rapport à quels sont les hommes politiques auxquels vous faites confiance actuellement. Bon. On est quand même surpris par le fait que les gens parlent. Je donne l'exemple de cette dame qui nous a dit, vous savez, vous me posez cette question sur mon opinion sur les choses, sur Dieu, sur la religion, sur la politique, sur... Et alors que ni mon père dans ma vie ne m'a posé des questions sur mon opinion sur les choses, ni mon mari, encore moins mes enfants. C'est la première fois où une personne me pose la question sur mon opinion sur les choses. Et je suis très contente. Monsieur, لو فرضنا انه غدوه باش تصير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي باش نقرا لك اسامي الاحزاب وانت تقول لي عليه الحزب اللي باش تنتخبوا. Des sondages dans lesquels le parti le plus riche et le plus médiatisé se détache, Ennahda. Mais il existe un parti plus important que tous les autres, qui représente encore près de 50% des Tunisiens, celui des abstentionnistes et des indécis. Pour aider les électeurs à faire leur choix, des associations tentent d'informer les Tunisiens sur les enjeux du scrutin.
Dans cette usine de câblage, après le travail, certains ouvriers se rendent à la réunion organisée